Bonjour à toutes et à tous. Bonjour mesdames et messieurs les jurys. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'open banking à l'open finance et la protection du consommateur. Alors avant de débuter, j'aimerais d'abord délimiter les sujets puisque je vais me cantonner au droit de l'Union européenne en vertu de la directive sur les services de paiement 2 et ses révisions en cours, ainsi que le projet de règlement FIDA qui porte sur l'open finance. Et concernant le Canada, je vais rester au niveau fédéral avec le projet de loi C15, donc la loi sur les services bancaires axés sur le consommateur. Et il y aura quelques petits éléments sur la loi sur les activités de paiement de détail, mais je ne vais pas aller trop dans les détails. L'essentiel, c'est que vous compreniez de quoi on parle ici. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet avec les définitions de l'open banking et de l'open finance, je voulais tout d'abord vous présenter notre écosystème de données. Et ça, c'est primordial. Dans un premier temps, nous avons les banques traditionnelles, telles que nous les connaissons, les grandes banques canadiennes, donc RBC, BLC, etc., qui détiennent nos données financières. De l'autre côté, on a les big tech. Les big tech, c'est quoi? Les big tech, elles détiennent nos données non financières, donc le big data, et ce sont les géants du numérique comme les GAFA, donc Google, Amazon, etc. Leur cœur de métier, c'est la technologie, le numérique, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux. Et enfin, nous avons les fintech. Les fintech, il ne faut pas totalement les détacher des banques traditionnelles ni des big tech parce qu'elles peuvent être issues de ces dernières, mais ça peut être aussi des startups qui sont novatrices, agiles et qui vont proposer notamment des nouvelles solutions, des nouveaux produits financiers et des services financiers plus attractifs et plus compétitifs. Alors, imaginez-vous que vous avez une voiture, vous avez construit toute la voiture, mais il manque une chose, le carburant pour la faire fonctionner. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de l'open banking et de l'open finance. C'est qu'on a des fintech, donc des entreprises novatrices qui ont des algorithmes avec des IA, etc., pour faire de l'exploitation de données, mais impossible de faire de l'exploitation de données sans les données. Et du coup, maintenant, je vais définir ce qu'est l'open banking et l'open finance. L'open banking et l'open finance, c'est un processus simple de partage et d'exploitation de données. La différence avec le périmètre et le champ d'application. L'open banking, ça se limite au compte de paiement, c'est-à-dire votre solde, l'historique des transactions, le montant et les dates. L'open finance, quant à lui, il est plus ouvert, plus élargi, il touche à l'investissement et à l'épargne. Et l'objectif ici, c'est d'accroître la concurrence. Donc, vous avez bien compris, ce sont les fintech et les big tech qui vont concurrencer les banques traditionnelles avec des produits et des services plus innovateurs et consacrer également la souveraineté du consommateur vis-à-vis de ses données. Alors, donc ici, j'ai fait un petit schéma. On a les fintech, donc les tiers qui cherchent à avoir les données, le carburant. De l'autre côté, on a les banques traditionnelles et le consommateur au milieu qui doit consentir. Alors, au départ, on peut se poser la question, on peut se dire, mais à qui on va partager nos données? C'est bien beau, on est des fintech, etc., mais il faut quand même définir un cadre juridique pour pouvoir protéger le consommateur, et on passe notamment par des agrégations et des accréditations. Ces agrégations, au niveau européen, on en a trois. On a trois types, selon la fonction de la fintech. Donc, on va avoir les prestataires de services d'information de compte, un grand mot pour ne pas dire grand-chose, c'est-à-dire, par exemple, une application comme Banking, où, par exemple, vous avez un compte à la RBC, vous avez un compte à BNC, un compte en Europe, et qu'est-ce que vous fait cette application? Magie. Vous partagez vos données et vous avez l'ensemble de vos comptes, l'ensemble de vos soldes et de vos transactions sur la même application. Ça, c'est génial. Donc, elles ne font que lire vos données. Ensuite, on a les prestataires de services et d'initiation au paiement. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont exécuter des paiements pour vous. Notamment ce qu'on appelle le paiement bancaire. Donc, on va passer directement des paiements de compte à compte. Ces deux-là, c'est dans le cadre de l'open banking. Dans le cadre de l'open finance, le législateur européen, il a été plus, plus rigide. Il a créé une nouvelle catégorie, donc les prestataires de services d'information financière. C'est-à-dire que pour avoir vos données financières, il faut que vous ayez cette agrégation spécifique. Au niveau canadien, on a un cadre plus unifié. On parle d'entités participantes accréditées. Et c'est ce qui est dit notamment dans le projet de loi C15, et avec un enregistrement également auprès de la Banque du Canada qui a repris le mandat à ce sujet-là.
Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller au niveau des fintechs? Donc, j'ai choisi un exemple, l'exemple de Bridge, qui est né d'une scission de Belkin, donc l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, et qui est un pionnier européen qui cumule à la fois la fonction, le statut de PSIP et le statut de PSIC. Il permet les paiements de B2B directement par virement immédiat. On a une irrévocabilité du paiement, donc ça veut dire qu'on a quand même une protection puisqu'il y a peu de risque de fraude, voire pas du tout. On a des coûts réduits, c'est 2 fois plus rentable. On n'a pas de plafond et on a une sécurité absolue puisqu'on ne stocke pas vos données. On utilise des outils numériques comme par exemple le Face ID ou encore le Touch ID, etc. Maintenant, la question qui se pose, c'est celui du pont. Parce qu'on a les fintechs d'un côté, très bien, on a les banques traditionnelles d'un côté, c'est bien, mais maintenant, la question qui se pose, c'est comment faire pour transférer les données. Et ça, c'est le pont technologique des API. Alors, il faut savoir que le consommateur, au départ, était livré à lui-même et il était menacé par le grattage d'écran, puisqu'il s'authentifiait directement avec ses mots de passe bancaires. Et vous comprenez très bien que si on s'authentifie directement avec les mots de passe bancaires sans sécurité, la banque, elle se dévoile, elle dit, ah, c'est votre faute. C'est vous qui avez voulu partager vos données. Et du coup, pour y remédier, notamment, il y a Phoenix, une fintech canadienne, et même qui est située à Montréal, qui a eu la superbe idée, il avait le besoin, en fait, ils ont vu le besoin des fintechs d'avoir les données, et donc ils ont créé ce pont pour pouvoir avoir une interopérabilité des logiciels, puisque les banques ont des logiciels, les fintechs ont des logiciels, et pour permettre ce transfert, on passe par des API sécurisées. La raison pour laquelle j'ai dit que c'était une solution imparfaite, c'est parce qu'aujourd'hui, on constate quand même une hétérogénéité des API et du coup, ce n'est pas totalement compatible avec tous. Donc là, le Canada a pris exemple sur le projet FIDA européen pour pouvoir faire des API standardisées. Je vais poursuivre sur le partage, la gratuité et les responsabilités en cas de fraude. Donc déjà, il faut savoir que les entités participantes sont dans l'obligation de partager les données et de façon réciproque. C'est-à-dire que la banque traditionnelle ainsi que la fintech sont obligées de se partager les données sous réserve du consommateur. On a la gratuité du service. On ne peut pas imposer à une fintech des frais pour avoir l'accès aux données. C'est interdit. Il y a juste une petite exception au niveau du projet FIDA, mais je ne vais pas aller dessus. Ensuite, on a la responsabilité de fraude. Alors, on a 2 types de responsabilités. Au niveau européen, on a une responsabilité claire de la banque traditionnelle. C'est-à-dire que même si c'est la fintech qui est fautive, c'est la banque traditionnelle vers qui vous devez vous tourner en tant que consommateur, et elle, de son côté, elle pourra se retourner contre la fintech. Sur le modèle canadien, c'est un autre processus. C'est la responsabilité qui suit la donnée. Donc, ça veut dire que celui qui avait la donnée au moment de la fraude, c'est à lui d'indemniser. Maintenant, je vais parler du périmètre de l'Open Finance et quelles sont les données qui sont partagées. Alors, il faut savoir qu'au Canada, c'est un peu spécial parce que tout à l'heure, je vous ai dit que ça touche aux transactions, aux montants, à l'historique et aux dates dans l'open banking traditionnel. Mais le Canada, moi, je l'ai appelé l'open banking plus, je me suis un peu permise, puisqu'il inclut également les marges de crédit et les investissements enregistrés et non enregistrés comme les REER, les CELI, etc. Par contre, ce qui est totalement exclu, c'est l'assurance. L'assurance est totalement exclue et les données dérivées, c'est-à-dire les données qui sont sensiblement améliorées par les algorithmes des fintech, donc une valeur commerciale, elles sont également exclues. Au niveau européen, on va retrouver un peu cette exclusion, mais au niveau du secret d'affaires et de la protection intellectuelle. Au niveau européen, on a vraiment un panel, on a l'épargne, la retraite, la crypto, les assurances. Je crois que ce qui est vraiment exclu, c'est les assurances vies, mais j'en suis pas totalement sûre. Et on a également les assurances santé. Tout ce qui touche à la santé, c'est exclu. Et on a une extension qui est un peu risquée, c'est les données qui sont générées à la suite d'une interaction avec le client. Ce qui signifie que tout ce qui est lié au service santé, les interactions, les relations clients et les recouvrements commerciaux. Maintenant, je vais vous demander, là, je vais passer à ma seconde partie, et qui est un peu spéciale, puisque je me suis permise de mettre ma problématique ici. Imaginez-vous dans un monde où vous allez faire vos courses à Walmart avec votre voisin, et vous constatez que vous ne payez pas la même chose pour le même produit. Et ça, c'est la question que je me suis posée. Comment l'extension du partage des données dans un contexte de concurrence, notamment entre les banques traditionnelles, les fintechs, etc., peut-il conduire en réalité à ce que l'historique des données
du consommateur finissent par devenir le moteur de sa propre discrimination. Alors tout d'abord, j'ai cherché à comprendre, est-ce que réellement l'open finance, l'open banking, permet réellement l'inclusion financière, mais à quel prix aussi? Et ici, donc, je me suis basée sur des études empiriques, je tiens à préciser, européennes, sur des fintechs allemandes, de prêt. Et on constate une chose, c'est que oui, ça augmente les chances d'octroi de prêt de 9%, et notamment avec un effet majeur pour les personnes à risque. Donc les personnes qui traditionnellement n'auraient pas pu avoir un prêt. Mais on a également un taux réduit d'environ de 2% pour les profils les plus sûrs. Il faut savoir qu'en théorie, ils avaient mis des théories où ils s'attendaient à ce que ce soit les profils les plus sûrs qui partagent leurs données parce qu'ils voulaient montrer leur bonne foi. Et en réalité, on assiste un peu au cas inverse, des personnes qui en fait, risquent le tout pour le tout parce qu'ils veulent avoir un prêt. Je vais poursuivre maintenant avec l'empreinte numérique. Donc, l'étude de Rachel Nam reprend notre étude et vient dire que, oui, les empreintes en ligne vont avoir des conséquences sur les algorithmes et sur le contrôle, pour évaluer les risques, mais également sur les taux, sur les prêts. Et effectivement, l'empreinte en ligne, donc ça veut dire le type d'appareil que vous allez utiliser, les navigateurs web, etc., permettent de prédire votre défaut de paiement. Mais également, on constate qu'il y a des notations alternatives, donc qui se détachent complètement des scores traditionnels comme le FICO, qui est utilisé par les banques traditionnelles, pour évaluer le risque. Et au-delà de ça, on a des algorithmes fintech qui ignorent volontairement les variables standards, prévalence, c'est-à-dire ce qu'on est capable en tant que banque pour évaluer le risque et vous octroyer un prêt au profit d'autres types d'informations. Donc, quelles sont ces informations? Donc, je me suis penchée sur un rapport de la BRI, donc la Banque des règlements internationaux, et elle nous met en garde. Elle nous met en garde sur l'extraction du surplus, sur la discrimination comportementale. Et que l'empreinte numérique, c'est également, on vient regarder votre comportement et on vient vous donner un service, on vous octroie un prêt en fonction de cela. Et pour étayer ses propos, elle va évoquer l'affaire Orbitz. Elle va dire, voilà, on est une agence de voyage qui propose des prix supérieurs, directement des prix supérieurs aux utilisateurs de MacBook, alors que ceux qui ont des PC, d'autres types de PC, elles ont des prix inférieurs. Et pourquoi donc? Parce que l'algorithme, il en a déduit que ceux qui avaient un MacBook d'Apple, en fait, ils avaient plus de revenus, donc ils étaient prêts à payer plus cher. Et puis de l'autre côté, ça c'est un autre cas, donc c'est l'assurance au Royaume-Uni. Donc ça a été une enquête qui a été menée par l'autorité de conduite financière. Elle n'est pas citée dans le rapport, mais je la trouvais très intéressante pour la suite de l'implémentation. C'est la technique du price swapping. Et ici, j'ai halluciné. On arrivait en fait à pénaliser les clients fidèles au profit des nouveaux clients. Alors comment est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont étudié les comportements des clients, ceux qui n'étaient pas trop réactifs, bon, on leur augmentait un peu leur assurance, et puis à côté, qu'est-ce qu'on faisait? On baissait des nouveaux arrivants. Et c'est là où l'avertissement de la BRI, il est quand même très intéressant, c'est-à-dire que même dans le cadre où on n'est même pas dans l'open finance, dans le cadre où on n'est même pas dans l'ouverture des données, déjà l'assurance elle-même toute seule, elle s'est débrouillée pour faire ça. Alors si en plus on partage nos données à des fintech, à des big tech surtout, parce qu'elles détiennent nos big data, et le croisement de ces données non financières et financières, ça va amener à un système où les algorithmes, les intelligences artificielles vont évaluer avec précision ce que vous êtes capable de payer et du coup, en fait, vous allez payer le prix maximum à chaque fois, pour chaque produit, pour chaque service. On a quand même des lignes de défense qui ont été mises en œuvre par le projet de loi C15, mais aussi au niveau européen. Donc, il y a la théorie du contrôle technique, c'est le fait qu'on impose un tableau de bord, le dashboard, où le consommateur, il est censé pouvoir voir quelles données il a pu consentir, mais également révoquer son consentement à tout moment. On peut également se poser la question de qu'est-ce que deviendront réellement ces données qui ont été du coup, auxquelles on a consenti, puis après on a révoqué. Est-ce que normalement ils sont censés être supprimés? Est-ce que l'algorithme va vraiment les supprimer? C'est une question encore que je me pose. Et ensuite, il y a aussi la limite d'usage stricte. C'est-à-dire que normalement, ces données-là, vous avez consenti pour une activité, pour une seule chose. Est-ce qu'elle va être utilisée pour cette chose-là?
Ça encore, on peut se poser la question. Enfin, il y a une réalité, c'est la fatigue du consentement, qui a été, il y a une alerte qui a été soulevée par l'Association du barreau canadien et aussi par la CNIL en France. Et en fait, on constate que des fois, dans l'urgence, on le sait, on accepte, on ne sait pas en fait vraiment ce qu'on accepte. Donc en fait, en tant que consommateur, on est fatigué, on consent, on ne sait même plus à quoi on a consenti, on ne sait même plus ce qui est... on ne sait même plus quelles données en réalité sont dans les algorithmes, et en plus, ça dit au final, la loi de sa substance, c'est aussi le consentement, parce qu'il est censé être spécifique aussi, le consentement. Il est éclairé, libre, éclairé, mais aussi spécifique, en tout cas selon les normes européennes. Alors, pour terminer, j'ai conclu qu'on arrive à un système déséquilibré où on a un consommateur qui est mis à nu, transparent, parfois malgré lui, et de l'autre côté, on a des algorithmes opaques, secrets. Et je me suis penchée sur une des solutions, ce serait peut-être, il y a une petite erreur dans la diapositive parce que j'ai parlé de l'ACFC, enfin de l'Agence de consommation en matière financière au Canada, parce que son mandat a été, c'est plus elle qui gère, c'est l'autorité du Canada, enfin la Banque du Canada qui gère maintenant. C'est une décision qui a été prise récemment. Et je me suis demandé si c'était possible d'octroyer des pouvoirs exceptionnels à l'autorité compétente pour demander les logiques des algorithmes. Pas demander le secret du code, parce que ça c'est protégé, mais demander la logique. Est-ce que la logique, c'est de faire des tarifications liées au comportement, de la discrimination comportementale, et savoir quelles sont les données et les éléments qui sont mis dans l'algorithme, dans la machine, pour pouvoir savoir si la logique, elle est bonne ou pas. Après, il reste encore des questions qui se soulèvent aujourd'hui avec le nouvel article 411 de la loi sur les banques qui laisse les banques traditionnelles pouvoir faire affaire avec les entités non financières et il reste encore à savoir et à comprendre jusqu'où cela peut aller, quelles sont les limites, etc. Je vous remercie pour votre écoute et je vous reste à disposition pour vos questions.